Généralement. Alors là, attention, accrochez-vous, c'est incroyable. Armageddon 1998, 9-11 et les deux tours en feu. Bien avant 2001, les films programmaient déjà le 11 septembre. Retour vers le futur, 9-11 avec mentionné tour jumelle. Et ensuite avec La route en feu, Indépendance Day 1996, 9-11, deux tours, explosion. Terminator 1984, attention 9-11. Fight Club, Les Simpsons, Cartoon Network ou Matrix avec le passeport de Neo. C'est de la magie psychique, des rituels codés qui s'impriment dans l'inconscient collectif. Blood on the Dance Floor 1997. Michael Jackson en rouge symbolise le sacrifice de masse. Et ses bras pointent vers le 9-11. New York, c'est la scène maçonnique. La statue de la liberté, c'est Lucifer qui observe. Et le sang est la clé qui ouvre le portail. Le 9 symbolise la fin d'un cycle. Et le 11 la renaissance. 9-11 ensemble représentent l'effondrement de l'ancien monde et l'invocation du nouvel ordre mondial. Les deux tours deviennent une. Dans Retour vers le futur, après l'attaque terroriste, il reste plus qu'une tour. Dans Apocalypse 9-11, on parle d'Abaddon, l'ange de l'abîme, de Abaddon pour Donald, qui prolonge le rituel. Ses deux mandats 45-47, 4 plus 5 est égal à 9, 4 plus 7 égale 11. Et sa photo de profil, 9 étoiles, 2 barres. Les deux tours, c'était le début du rituel. Dans chaque Disney, il y a toujours un personnage, généralement un parent, qui se fait tuer. Traumatiser un enfant, pourquoi? C'est horrible, je vois pas l'intérêt de commencer une histoire avec un parent qui meurt. C'est trop triste. Dans MK Ultra, il faisait des expériences sur des enfants. On nous a même appris en cours de psychophysiologie que si on inflige à un enfant entre 1 et 8 ans un abus ou un traumatisme sexuel, la personnalité de l'enfant va se diviser en deux et il restera impacté pour toute sa vie. Très souvent, ces enfants finissent par avoir une personnalité multiple et un trouble de la dissociation. On met dans la tête des enfants des notions occultes et la plupart des parents ne le savent pas. En faisant mes recherches, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un tout petit groupe de personnes qui influencent toutes les sociétés qui produisent ce qu'on regarde. Avant, il y en avait 6. Mais Disney a acheté la Fox, Disney contrôle Marvel, et Lucas Studio appartient à Disney. Donc regardez l'audience gigantesque que ça représente. Quand on pense qu'un tout petit groupe contrôle le contenu de tout ce qu'on regarde sur toutes ces chaînes, on a l'impression d'avoir énormément de choix. Mais c'est faux. Qui leur dit ce qu'ils doivent mettre sur ces chaînes? Quel est le but? Tonight, the FBI is on the case and they are... Sur un document de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, ils expliquent qu'ils faisaient une étude sur l'utilisation du cinéma aux États-Unis en tant qu'outil de guerre psychologique. Donc ça remonte à bien avant 1947. À cette époque, les services de renseignement utilisaient des films. À cette époque, les services de renseignement utilisaient des films pour altérer la pensée des Américains. La CIA amène des informations à Hollywood. Hollywood les met dans ses films et la population y croit. Alors c'est un ancien formateur de la CIA qui parle. Il désensibilise les masses à la violence. On ne peut pas nier ça. Mes enfants ont vu tellement de gens se faire tuer de façon très violente. Et le sexe est de plus en plus présent. Nous, la population, nous aimons entendre que les gens nous confortent dans ce qu'on pense. On aime que les gens nous disent « on a raison, on n'aime pas avoir tort ». Et on fait confiance aux gens qui travaillent dans les médias parce qu'on s'imagine qu'ils agissent pour notre bien. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et si on y réfléchit une seconde, ils peuvent mettre n'importe quel programme dans l'esprit des gens. Beaucoup de gens n'osent pas franchir la barrière psychologique et regarder les choses en face. Nous avons tous un mécanisme de défense. Et admettre qu'il existe, c'est dur pour la plupart des gens. Et psychologiquement, c'est déstabilisant, c'est effrayant. Vous perdez toute votre innocence quand vous comprenez que c'est réel. Et ça demande du courage d'aller au-delà de cette barrière et réaliser que ça existe. Donc, il faut avoir un esprit critique et les gens doivent se demander ce qui se passe de manière lucide. Et regarder de quoi on les a nourris. Parce que la vérité est juste devant leurs yeux. Et si les personnes qui contrôlent ces images n'avaient pas de bonnes intentions, nous devrions nous demander qui influence ce que nous regardons. Est-ce que la CIA est à Hollywood? Oui. Ils nous désensibilisent depuis notre naissance. Et je vais vous donner des exemples. Commençons avec le plus évident. Des mots qu'on entend tout le temps et auxquels on ne pense pas. Le mot divertissement. Divertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Détourner. Détourner quoi? L'attention du public. Ok, maintenant, prenons le mot Hollywood. D'où ça vient? Hollywood vient du Hood. Et les druides, à l'époque, utilisaient cet arbre pour fabriquer des baguettes magiques, pour pouvoir ensuite canaliser et jeter des sorts. Et quand ils avaient besoin d'aide, ils faisaient appel à des mages ou des médiums pour diffuser leurs sorts à la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos maisons? On a tous cette boîte noire qu'on appelle télé. Et si on prend le mot en français, ça donne raconter une histoire. Et quand on allume la télévision, quelle est la première chose qui apparaît? Une liste de chaînes. Et quand on sélectionne ces chaînes, qu'est-ce qu'on voit? Des programmes. Ils vous programment depuis toujours. Et vous ne le savez même pas. Ils le font à travers votre musique, votre télé, les films que vous regardez, les jeux auxquels vous jouez. Ils nous programment. S'attarder sur cette vidéo.
En 1862, le billet d'1 $ ressemblait à ça. On y trouve peu de symboles, ce sont surtout des informations légales, et sur le recto, on y voit un portrait de Salmon Portland Chase, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Alors là, évidemment, c'est une version moderne vectorisée, c'est simplement pour que ce soit plus lisible pour nous. Dans le blason se trouvent les initiales des 13 colonies qui se sont alliées pour se battre contre le royaume d'Angleterre et obtenir l'indépendance des États-Unis. Au centre, l'écu est divisé en 6 et reprend le symbole de chaque pays qui peuple ces colonies. La rose pour l'Angleterre, le chardon pour l'Écosse, une harpe d'or pour l'Irlande, une fleur de lys pour la France, le lion pour la Hollande et l'aigle bicéphale pour l'Allemagne. Sur la gauche se trouve la déesse de la liberté tenant une lance surmontée d'un bonnet phrygien dans une main et protégeant le blason avec l'autre main. Sur la droite, la déesse de la justice tenant une épée dans une main et une balance dans l'autre. Tous les deux reposent sur la devise et pluribus unum, qui peut s'interpréter par « de plusieurs nous faisons un ». Tout au-dessus, je pense que vous l'avez vu, bande de petits complotistes, il y a un œil. Il est accompagné des notes de son auteur qui nous expliquent le sens symbolique. Les 13 bandes rouges et blanches symbolisent les 13 colonies et visuellement, elles supportent un bloc bleu qui lui représente le Congrès qui a pour mission de réunir. Concernant les couleurs, le blanc symbolise la pureté et l'innocence, le rouge la robustesse et la valeur, et le bleu la vigilance, la persévérance et la justice. Dans une patte, il y a un rameau d'olivier symbolisant la paix et dans l'autre des flèches pour la guerre. Tout en haut, la constellation contient 13 étoiles unies pour désigner un nouvel État prenant place parmi les autres puissances souveraines. D'ailleurs, le nombre 13, ils l'ont mis partout. Le rameau d'olivier a 13 feuilles et 13 olives. Dans l'autre patte, il y a 13 flèches, les 13 bandes du blason, les 13 étoiles de la constellation et pour finir, la devise et pluribus unum contient 13 lettres. Voilà pour ce qui est du recto. Maintenant, la pyramide à degrés proposée par la 3e commission avec les 13 marches. Au-dessus, il y a l'œil de... Sur la première marche de la pyramide, il est écrit 1776 en chiffres romains et il se trouve que cette date est aussi la création d'une société secrète que l'on appelle vulgairement les Illuminati. Le 6 février 1748, un certain Adam Weishaupt voit le jour en Bavière, une région de l'actuelle Allemagne. Il l'a créé en 1776, année de l'indépendance des États-Unis of America. En 1777, il se fait initier à la franc-maçonnerie dans une loge appelée la Prudence. Son cercle grandit très doucement, il le renomme les Illuminés, d'où le fait qu'aujourd'hui on parle des Illuminati, et à partir de 1780, il va y avoir pas mal de changements. Un certain Adolf von Knigge entre dans le cercle. Il est franc-maçon et révolutionne toute l'organisation hiérarchique. À partir de là, il passe d'une dizaine de membres à plus de 1500 en seulement 2 ans. L'organisation commence à se politiser et surtout développe des idées anticléricales et affiche pour objectif de renverser le pouvoir de l'Église. Du coup, en 1784, le groupe est mis sous surveillance et dans la foulée, le taulier Charles Théodore de Bavière fait un édit interdisant et chassant toutes les sociétés secrètes de son territoire. Adam Weishaupt est obligé de s'enfuir l'année suivante et il tente de faire survivre son mouvement jusqu'en 1789, date à partir de laquelle on n'a plus aucune trace d'activité de ces fameux Illuminés de Bavière. En fait, les Illuminati, ils ont survécu en s'infiltrant dans la franc-maçonnerie. Nuit Coptis, qui veut dire il ou elle favorise notre entreprise. Sur la partie basse, il y a Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des âges. Cela signifie un nouveau départ pour les États-Unis. Dans la petite vidéo qu'on a regardée tout au début, on a vu qu'il a tracé une étoile à 6 branches pour faire apparaître le mot maçon. On peut effectivement tracer 2 triangles inversés et ça va tomber sur les 5 lettres M-A-S-O-N, avec un sens de lecture un peu improbable. Par contre, comme il y a 5 lettres dans le mot et 6 points dans le triangle, il y a un... Le mouvement de révolution a probablement été initié par la loge Saint-André de Boston et mènera à la fameuse Boston Tea Party. Ensuite, selon l'historien français Paul Naudon, sur les 56 signataires de la déclaration d'indépendance, 50 faisaient partie de la franc-maçonnerie. Autant dire tout le monde, hein. Et dans les généraux qui menaient cette guerre, 35 sur 75 étaient maçons. Donc si je résume, il y avait du franc-maçon partout. Benjamin Franklin, qui faisait partie de la première commission, était initié, c'est certain. Il y a des rumeurs concernant Francis Hopkins, qui faisait partie de la 2e commission. Il est certain que les maçons ont eu une influence considérable sur la guerre d'indépendance. En haut à droite, cette petite forme d'un hibou. Société secrète a comme symbole un hibou. Les Illuminés de Bavière. Haha, tout à fait, monsieur dame. Et moi je vous laisse avec cette information. Ciao.